l'arrivée dans le patrimoine et juste avant, et ce qui est lié, je dirais, à la procédure 1, c'est ma voiture Clio. Donc le problème de la procédure, ça sera le joint de culasse, et là, c'est carrément la culasse. Donc mon véhicule devient panne moteur. Voilà, le temps de trouver des potes, parce que rien n'est payant, hein. Ils ignorent que rien n'est payant, hein, chez eux, hein, et que les citoyens de base des classes populaires ne vivent pas avec des millions dans les poches. Parce que ça, c'est toujours pas compris et intégré par ces personnes. Donc, ben, le temps de faire réparer la voiture et tout, et le problème là de stationnement, je l'amène avec une barre et la voiture à mon père et un pote. On l'amène à l'extérieur de Fougères pour qu'elle puisse dormir le temps de faire les réparations qui, voilà. Et donc, entre-temps, le véhicule a été déplacé et incendié. Donc, ils ont voulu le voler, et comme ils n'arrivaient pas à faire démarrer le véhicule, ils l'ont incendié après. C'est ce que j'en déduis, hein, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas démarrer, la voiture. Donc, ça, c'est clair. Et j'ai eu une autre voiture qui avait été incendiée alors que je l'avais donnée aux pompiers. Donc c'était 2003-2005, donc au lieu de m'en débarrasser, je dirais, à la casse, récupérer 100 €, je l'ai donné gratuitement aux pompiers pour qu'ils s'entraînent dessus lors des accidents avec leur matériel, tout ça. Et j'avais donné la carte grise, tout ça. J'ai pas pensé à le faire au niveau de la préfecture ou sous-préfecture à l'époque. Voilà. Et là, c'était la police qui était venue me voir. Elle me dit oui, votre véhicule a été brûlé. Ben, je dis non, j'ai plus la voiture, je l'ai donnée aux pompiers. Donc la voiture que j'ai donnée aux pompiers, qui avait plus de batterie parce que j'ai gardé la batterie. Donc ils ont volé le véhicule, mis une batterie, déplacé le véhicule pour l'incendier. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Donc là, comme le véhicule Clio, il était à l'extérieur de la ville de Fougères, j'ai eu affaire à la gendarmerie. Donc ils ont compris, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé, l'assurance, tout ça, nous verrons ça. Alors, je suis arrivé en avril 2009 avec les clés de ma mère. Donc, avant le projet d'y habiter, au vu de ma responsabilité et vu le boulot énorme qu'il y a à faire à l'intérieur pour pouvoir penser vendre le domicile dans un correct, je dirais. Donc le taf, le nettoyage, les allers-retours énormes à la déchetterie pour tout virer, tout vider. Donc ça c'est clair. Donc là on est sur du 7 sur 7, c'est toujours, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances, toujours la tête dedans. Entre 2009 2011, c'est 20 à 25 tonnes qui ont été brassées voilà, entre les allers-retours déchetterie, la terre, le ciment, le sable, le gravier, toute la matière première. C'est énorme, hein, c'est beaucoup de manutention. Donc voilà, et puis avant d'arriver, il faut que j'ai les chambres qui soient correctes, prêtes, une pour mon fils et une pour moi, bien sûr, et au minimum la salle de bain, puisque la salle de bain a été refaite, la cuisine a été refaite, tout a été refait en fait à l'intérieur, on va dire. Donc ça a été énormément de travail. Donc là, quand vous êtes célibataire, hein, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de moyen de rencontrer donc une tierce personne. Et donc c'est un pote qui est venu me donner un coup de main. Il avait des problèmes aussi avec sa femme, lui. Donc ça lui changeait la tête. Donc il est venu une après-midi ou deux. Et une autre fois, il est venu, il m'a demandé de l'accompagner chez une de ses sœurs. Et donc j'ai rencontré sa filleule, Sandrine. Donc il m'avait dit t'attends à rien et tout. Bon, on a commencé une relation, elle avait quelqu'un, c'est pas grave. Donc quand ça commence comme ça, vous savez que ça va pas finir loin. Donc je ne sais plus, j'ai plus les dates, hein, mais c'est à peu près ça. Hein. Puisqu'on va la voir dans le chapitre de la santé, puisque je me suis fait avoir avec de l'alcool au volant, puisqu'elle me frappait, j'ai dû arrêter de conduire. Nous verrons ça. Et le problème, c'est que elle connaissait sa famille, sa mère, on va dire, connaissait l'adjoint socialiste Audusseau. Et cet homme passait de temps en temps les voir, voilà. Donc je lui serrais la main, puisque bon, il arrive dans la belle famille. Moi, à la limite, là, j'ai pas d'a priori sur cette personne. Sauf que je ne sais pas, il est là, avec son grand sourire hypocrite, là, les cires, leur sourire sadique, je dirais, de l'air de dire, ouais, voilà, et parce qu'il me discriminait au sein même de ma belle famille, et il faisait tout pour que Sandrine et moi rompent la relation.
on va dire. Je l'ai su après. Donc après, quand il me serrait la main, je dis, moi, je ne serre pas la main à des faux culs, voilà, hein. Là, il n'y a plus de courtoisie, il n'y a plus rien, hein. Des mecs qui viennent dans votre famille comme ça, vous discriminer et vous briser le couple. Excusez-moi, j'ai aucun respect pour ces ordures-là, hein, quels qu'ils soient. Donc voilà, donc bien sûr, ça a fait capoter un peu le truc, mais il n'y avait pas que ça, hein. C'est comme les hommes boivent, on ne reconnaît pas l'alcoolique et un homme ne reconnaît pas son alcoolisme, des femmes ne reconnaissent pas non plus forcément leur alcoolisme. Ça, c'est un fait. Et comme par hasard, la rupture arrive au moment de la procédure 2 en appel. Donc le dossier Bouygues Télécom, avec qui je lui en ai parlé, hein, je lui ai expliqué le truc, et donc elle s'en amusait après à jouer là-dessus, ouais, tu me harcèles, donc je veux dire, c'était quelque chose qui était assez malsain, et donc c'était une charge mentale à la fin aussi, qui était assez consternante au vu de la procédure, puisque là-dessus on joue sur l'émotionnel, et jusqu'au bout de l'émotionnel, avec une autre personne, ils sont venus dans ma belle famille et me foutre des bâtons dans les roues, c'est inconcevable. Vous voyez, vous pouvez pas penser à quel point ils sont perfides, sadiques et pervers, ces gens-là, hein. Hein, la preuve, parce qu'on voit quelques années après, hein, le dossier avec le BCPF, encore des adjoints socialistes, l'enseignement, voilà, et là c'est mon fils. Voilà, donc c'est là où j'ai décidé de ne plus avoir de relation avec des femmes pour préserver, je dirais, la charge mentale, pas m'en rajouter au vu de la complication toujours avec cette jante féminine. Heureusement pas très fut-fut, ça c'est clair, mais en même temps, il n'y a plus d'informations ils vont plus pouvoir avoir de l'information sur ce que je fais, quel travail j'occupe, les procédures, les dossiers, ils ne voient pas non plus aussi l'évolution de ma connaissance informatique, hein, puisqu'il va falloir fabriquer des ordinateurs et tout ça pour pouvoir faire et produire ces vidéos, et donc je n'ai pas d'infiltration informatique autre non plus. Donc ils ont plus d'informations, et ce qui les bug un petit peu, voilà, parce que vous êtes avec des personnes qui sont toujours en train à l'affût dans la méchanceté, l'hypocrisie, et qui utilisent aussi les voisins. Donc les voisins sont utilisés, tout est bon à être utilisé. Les flics sont utilisés, sont manipulés. Vous dites, mais c'est incroyable, quoi. Et donc, tout est lié à cette procédure 2, puisque tout va en découler, hein, après. Donc ma candidature aux législatives, c'est lié aussi à cette procédure 2, hein, bien sûr, puisque comme on est dans la censure et l'omerta, dans les complicités du gouvernement, hein, de la criminalité Sarkozy, hein, le sarco-criminel, hein, parce que là, si vous avouez quelque chose qui n'est pas interdit par la loi, vous êtes condamné parce que vous avez avoué. C'était ça, c'est l'aveu. Il cherchait l'aveu, il cherchait pas les preuves, il cherchait pas que ça soit légal, interdit ou pas, c'est l'aveu. Vous avouez quelque chose, on vous condamne parce que vous avez avoué. Voilà, ça c'est la débilité de cette criminalité. Alors vous voyez la bassesse et la médiocrité, que ce soit d'un commissaire, des enquêteurs, et les enquêteurs on va le voir aussi, et donc ils sont tous complices, voilà, jusqu'à la ministre... cette ordure d'Alliot-Marie, hein, qui était ministre de la Justice à l'époque et que j'ai saisi aussi. Et donc les procédures 3, 4 et 5 sont liées bien sûr à cette procédure, puisqu'elles sont liées avec les convocations auprès du commissariat. Voilà, les bombardements des verbalisations, ils vont arriver 2012, 13, 14 et 15. Donc voilà. Alors bien sûr, j'ai été dénoncé l'adjoint socialiste là au conseil municipal. Je suis arrivé, c'était en 2011, août, septembre, quelque chose comme ça. J'ai plus la date exacte, hein. Je suis passé, j'avais fait un écrit que j'ai balancé, que j'ai laissé là-bas. Alors est-ce qu'ils l'ont archivé peut-être, hein, où je dénonçais, je dirais, la perfidie et je dirais le côté sadique de Dussault qui vient tout faire pour briser mon couple. Voilà, et me discriminer au sein même de ma belle famille. Donc ça a été clair, hein, ça a été fait. Donc mon fils, quand je suis arrivé en octobre 2009, il avait 14 ans, donc c'est vrai qu'il m'a aidé à la manutention un petit peu ici, hein, parce qu'il il y a eu beaucoup à virer et à projeter. Donc tout ça, c'est le jalon pour dire, voilà, je suis un homme, j'ai que 2 bras, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire. Donc étant donné que j'étais basé essentiellement sur ces procédures, ces recours et toutes les attaques des verbalisations qu'on verra dans le futur, hein, parce que là, ils sont tous
cul et chemise. Voilà, là vous allez voir les mensonges, parce que grâce à des enregistrements audio ou vidéo, tout ça c'est prouvé qu'ils ont tous menti. Ils ont tous été dans le harcèlement, dans le racket, en bande organisée. Et que ce soit le premier président, je dirais, du TGI et de la Cour d'appel de Rennes, complicité, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature, complicité, tous. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Vous avez affaire qu'à des crevards et des esprits criminels qui protègent, je dirais, ce fascisme pro-européen de l'extermination des citoyens qui dérangent leur dictature technocrate. On va voir les preuves. Alors là, il y a du lourd quand même, parce que c'est quand même, je t'embrouille beaucoup le cerveau, et il y a beaucoup de preuves audio, vidéo, qu'on va voir que je vais devoir retravailler. Je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur. En 2011, et je prends des renseignements et de l'information par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Donc là, c'était en 2003 au niveau des pompiers. Hein. Le vol de mon véhicule chez les pompiers qui a été déplacé sur un parking et qui a été incendié sur un parking où j'ai été auditionné par la police de Fougères, hein, puisque c'était à Fougères. Donc là, ils me disent que bon, le véhicule n'avait pas été volé. Bon, il n'avait pas de batterie, mais alors il s'est déplacé tout seul de chez les pompiers jusqu'au parking pour être incendié. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'était la Golf noire. Ok. Et donc voilà la Clio. Donc le 24 mars 2009. Et il a été incendié au 15 mars 2009. Donc ils ont attendu un peu. Moi, comme le véhicule dormait, je n'allais pas le voir, le visiter. Hein. Il était là pour attendre plusieurs mois, on va dire. Et donc ils l'ont déplacé, et comme le véhicule était proche d'une entreprise agriale, ça a causé de la dégradation, puisqu'ils ont déplacé le véhicule jusqu'à cette entreprise pour essayer de le voler, de se cacher et de le voler, et l'incendier après. Donc là, je déclare que j'ai déposé plainte pour le vol. Donc voilà. Ça, c'est les documents d'assurance, voilà, liés à la déclaration où je donne le véhicule, puisque voilà, il y a eu des dégradations supplémentaires liées à l'incendie. Donc tout a été vu, réglé par l'assurance. Il n'y a pas eu de problème. Là, la gendarmerie a bien compris. Il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Voilà, c'est des engrais qui ont pris feu à cause de l'incendie et tout ça, quoi. Ça, c'est clair. Et donc voilà la Safrane à mon père, hein, qui a été au recyclage Prada, hein, donc j'ai vendu le véhicule, hein, 100 €, voilà. Hein, donc la Golf, au lieu de récupérer 100 €, je l'avais donné aux pompiers, vous voyez, hein, pour après me faire emmerder, entre guillemets, parce qu'il a été déplacé sur un parking incendié. Donc toujours se méfier quand on donne un véhicule. Si vous faites pas, là, comme voilà, avec Prada, le certificat de destruction, voilà, il y a des documents à faire, hein, déclaration de cession du véhicule, ce que j'ai pas fait et ce que m'a pas dit de faire les mecs des pompiers, hein, puisque j'ai jamais rempli de déclaration de cession d'un véhicule chez eux. Voilà. Donc vendu pour démolition. Donc la carte grise, elle avait été rayée quand même, hein, que j'avais donné aussi au niveau des pompiers. Voilà, certificat. Donc ça, c'est le permis de conduire de mon père, pour bien marquer 67 Terre, boulevard Charles-Tillon, tout ça. Oui, parce que la carte grise après était à mon nom, puisque j'ai été embêté par, très emmerdé par la police de Fougères, l'État sous-préfectoral. Hein. Voilà, donc les convocations au commissariat de Fougères. Donc là, nous retrouvons Gaël Pomerol. Donc là, nous sommes en 2011, vous voyez. 2011, l'audition, c'est, alors je sais plus, j'en ai eu tellement que, voilà, brigadier corps, ça c'était pour les, comment ça s'appelle, les verbalisations, et donc, voilà, je lui réponds, donc je n'ai rien d'autre à ajouter, parce que oui, il faisait des auditions pour des verbalisations, pour faire semblant de travailler, quoi. Hein. Focaliser juste sur mon véhicule que vous m'avez volé lors d'une audition. Donc ils viennent me chercher, ils m'auditionnent au commissariat, et pendant que je suis au commissariat, ils prennent mon véhicule et le foutent à la fourrière. Voilà, c'est ça la justice de l'intérieur de l'État de Fougères. Hein.
le chantage de la carte grise. Alors oui, c'est lui qui m'avait fait du chantage à la carte grise. Parce qu'une de ses collègues me prend la carte grise et donc je n'ai plus de carte grise. Donc je suis obligé d'aller au commissariat pour récupérer la carte grise de mon véhicule qui m'a été prise par un petit chef au féminin du commissariat. Et le mec, il a fallu que je lui serre la main pour qu'il me rende la carte grise. Donc vous voyez, du chantage pour m'obliger à lui serrer la main pour qu'ils me rendent la carte grise. Alors, vous voyez, c'est incroyable, hein. C'est comme ça que ça se passe chez eux, hein, que ça se passait. Donc là, 2012 encore, Gaël Pomerol. Et donc ça, c'était en 2015, hein. Vous voyez, c'est la date, c'est 2015, hein, puisque là, nous sommes sur la procédure 3. Et là, les convocations avec l'autre enquêteur, Morichou, qui était correct, sympa, alors même s'il n'en pensait pas moins, mais il a été, voilà, la présomption d'innocence, tout ça, là, c'était bien réalisé. Donc audition, vous voyez, c'est pour les affiches électorales de ma campagne, puisque nous sommes en 2012. Voilà, donc les convocations, parce que j'avais pas le temps, j'étais occupé sur l'affichage, voilà. Donc quelques petites convocations pour montrer tout ça, la pression en même temps de tout ce qui s'est passé. Survol supersonique des dossiers, donc là tout ce qu'on va voir hein, sur les impôts hein, dans ce chapitre. Donc là, l'intégralité des recours auprès des impôts, auprès des chambres avec la plainte au niveau du TGI, donc tous les contentieux, tribunal administratif, le CAA, juge administratif, conseil d'État, toutes les manipulations que vous allez voir de cette criminalité des hauts fonctionnaires, du fascisme pro-européen, de cette criminalité judiciaire. Donc ici, c'est la continuité hein, de la plainte au TGI, des relances auprès du bureau du procureur de la République pour avoir le numéro de dossier de la plainte. Puisqu'ils n'ont jamais enregistré la plainte, mais moi je ne le sais pas, parce que eux ils sont tous en préméditation, en bande organisée. Donc les rappels de procédure, et donc là va arriver aussi la procédure de Baron. Donc dans les années, vous allez voir, du Covid, tout ça, mais les dates c'est effarant, donc là ce qui démontre et prouve la complicité aussi du commissariat de Fougères, donc de la commissaire qui fait porter le truc. Là aussi, il va encore avoir un enregistrement audio-vidéo qui est légal, hein, cette fois-ci. Il n'y a pas d'anguille sous roche, et ils vont dévoiler eux-mêmes que la plainte n'a jamais été enregistrée. Vous allez voir, c'est effarant. Et donc, à l'intérieur de ces procédures, hein, au niveau du tribunal administratif, vous aviez, j'ai fait un DVD avec des vidéos concernant les impôts, les enregistrements audio concernant le notaire, les impôts, les menaces, le témoignage de ma mère, voilà. Et donc, là aussi, vous avez mon père qui faisait et qui réalisait, je dirais, des enregistrements audio de ces appels téléphoniques avec les huissiers et les notaires à l'époque. Donc voilà, donc ça a été enregistré depuis belle lurette, donc il y a du souffle et du bruit. Donc là, j'ai amélioré avec les nouvelles technologies pour réduire un peu le souffle et le bruit de l'image, mais c'est pas encore au top. Il me faudrait du matériel beaucoup plus poussé et que je travaille beaucoup plus là-dessus. Donc voilà, son ancien appareil, c'était celui-ci. Vous voyez, des cassettes audio numériques comme ça, magnétiques on appelle. Donc là, j'ai baissé le son hein, parce que voilà, il y a beaucoup de souffle, il y a beaucoup de bruit. Donc là, l'image elle a déjà été retouchée par mon logiciel de montage pour essayer de réduire un peu le bruit de l'image. Hein, c'est ce qu'on appelle hein, le flou, là, un petit peu, c'est ce qu'on appelle le bruit. Voilà. Voilà. Donc on verra mieux, on entendra mieux sur les autres enregistrements. Voilà, donc vous voyez, j'ai amplifié avec mes technologies. Voilà, ici, on le voit. Clac. Ici, hop, j'ai raccordé l'enregistreur à ma barre de son, voilà, pour après, en même temps, voilà, l'utiliser et l'enregistrer avec un matériel de meilleure qualité. Mais bien sûr, le souffle est énorme parce que pour entendre le son de la voix, il faut augmenter à fond la puissance. Voilà. Donc voilà ce qu'on va voir, et ça commence tout de suite par les impôts en 2011. On commence par ici, voilà tous les PDF, donc qui sont classés bien sûr dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. Ce qui va être important ici, c'est les dates et les noms, les adresses. C'est ce qu'il y a de plus important pour bien montrer le côté malin, le côté, je dirais,
de mensonges de ces inspecteurs divisionnaires, de ces comptables publics. Donc le premier qui m'a adressé la correspondance à mon ancienne adresse, 10 avenue de Normandie, donc là il a fait une recherche. Là, il a fait un semblant de taxe foncière divisée en fonction des réelles publicités foncières. Donc le seul qui aura été correct et qui aura essayé de réaliser l'indivision, c'est le comptable des impôts, Rémi Noël. Ça c'est clair, 4, sauf que le problème c'est qu'on est 6. Donc je vais le voir, je lui explique, je lui dis, je lui donne comment s'appelle, le notaire, voilà, bien sûr, le notaire de la succession. Donc voilà, et on va plus en entendre parler. Voilà, donc vous voyez bien, et là, ça c'est important, les noms. Donc c'est au nom de Prudor Jean-Claude Jules, qui n'a jamais payé de taxe foncière, ni ma mère, épouse Pouille Huguette. Donc vous voyez, mais il n'y a jamais eu de taxe foncière avant. Parce que de son vivant, il n'y a pas de problème. Donc là, il est mort, même si ma mère, elle est reconnue personne handicapée, rien à foutre. Vous voyez, parce que j'ai amené les documents, voilà. Et l'autre, pareil. Donc, parce que vous avez 2 bâtiments, une de ce 10 qui est la petite maison, qui sert d'atelier, et la grande maison. Voilà. Et ma sœur Soisic, qui voulait pas d'embrouille, directement, elle a renoncé en septembre 2011. Donc voilà, elle dit, moi, je veux plus en entendre parler, tu te débrouilles, voilà. Donc ça, c'est clair. Donc j'explique ça à mon autre sœur. Mon autre sœur, voilà, elle prend la mouche, parce que c'est la personne qui habite, je sais pas où, là, à Brest ou un truc comme ça, et qui en a rien à foutre, qui n'a rien fait, qui vous met devant les responsabilités, puis après qui les assume pas. Voilà. Donc enfin bref, donc bien sûr, elle se retourne contre moi et surtout contre ma mère. Ça va être le problème. Donc voilà, donc Soisic, elle renonce, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça se tasse pendant 2 ans, on va dire, et donc en 2012, pas de nouvelles. En 2013, hop, c'est la notaire qui a changé, parce que l'ancien notaire c'était Gauthier, donc elle a racheté, voilà. Donc quelle année, je sais pas. Et donc elle m'adresse les 2 taxes foncières, parce que voilà, Isabelle Gonier a renoncé à la succession. Donc là, il y a encore anguille sous roche, ils se sont arrangés. Il y a sûrement une magouille, puisque on va retrouver les noms de Madame Prudor Isabelle sur les documents. Les documents des impôts. Parce que là, attention, nous parlons que des documents officiels des impôts. Donc, si les noms apparaissent, c'est qu'il y a une modification des écritures. Et donc là, on n'est plus du tout en phase avec ce qu'on appelle les publicités foncières. Donc, est-ce qu'ils ont fait des publicités foncières au nom de Prudor Isabelle, la notaire? Voilà, parce que là, il faut poser des questions. Voilà. Parce que à eux, non, eux, ils doivent répondre. Ils vous répondent pas, c'est normal, tout est normal. Ils modifient, voilà, on va vous harceler, mais tout est normal pour eux. C'est normal d'emmerder les gens, de mentir, de manipuler, d'être dans les communications informelles, parce que si vous renoncez, à qui ça revient? Ça revient au notaire, ça revient à l'État. Voilà, donc ici, j'ai la renonciation aussi que j'ai récupérée voilà, en 2013 de Isabelle Gonier, donc la seconde femme de mon père, par le biais avec la TI, bien sûr. Voilà. Donc, à ce moment-là, on n'est plus que 4. Donc, on verra plus tard. Là, il y a Bastien aussi qui a renoncé, mais lui, il a renoncé. C'est en 2016, en août, puisque c'est moi qui l'ai recontacté. On reverra ça plus tard. Voilà. Là commencent les avis de saisie. Donc là, on arrive sur la CARSAT. Donc, ils vont saisir ma mère. Donc les impôts, sans décision de justice, ils viennent saisir ma mère. Alors qu'on l'a vu, elle n'est plus marquée sur les publicités foncières. Donc comment ça se fait qu'on vient saisir une personne alors que les taxes foncières ne sont pas à son nom? Vous voyez? Donc bien sûr, je vais aller voir, hop là, j'ai un petit peu de... Hop, on remonte tout, j'ai été voir bien sûr l'inspecteur divisionnaire, alors maintenant ils appellent là, voilà, inspecteur divisionnaire, avant c'était comptable, voilà. Et c'est Joël Lecourt, donc c'est avec lui, le premier manipulateur et le menteur. J'ai des enregistrements audio, alors là, bon, c'est beaucoup plus long, il faudra que je retravaille dessus pour les passages, et on avait fait un recours gracieux. Et par contre, là, il reprend toutes les taxes foncières non dues depuis 2010. Voilà, avec surtout toutes les majorations. Alors qu'ils savent que c'est en indivision, ils savent aussi que c'est bloqué chez le notaire.
Mais rien à foutre, toujours rien à foutre, total. Donc là, on va voir encore les documents, les relances. Donc bien sûr, hop, situation successorale, otage du terrorisme administratif politicard, 2014. L'inspecteur, voilà, alors j'y vais pas de main, parce que je suis en même temps sur les autres dossiers, sur les usufruits. Vous avez beau expliquer remariage, mariage, tout ça, ils n'ont rien à foutre. Donc là, les recours pour bien montrer que ma mère, personne handicapée, loyer, les revenus, tout ça, qu'elle est vraiment au minima, voilà. Donc là, il y avait la DCRI à l'époque avec les renseignements sur les verbalisations que je me battais, donc le dossier général, donc j'en parle aussi bien sûr. Tout ça, ça a été envoyé avec accusé de réception. Je n'expose pas la guerre cybernétique et informatique puisque j'ai commencé la résistance informatique au quotidien, laboratoire, Adopi, voilà. Donc hop, Joël Lecourt, c'est envoyé. Là, pourtant, il n'y a pas de plainte, ni pénale, Voilà, c'est envoyé en accusé de réception, ils viennent saisir ma mère. Vous voyez que tous les documents, maintenant, c'est stipulé Pouille Huguette avec M. Prudor Jean-Claude et par M. Prudor Yannick. Donc là, maintenant, je suis ajouté. Maintenant, c'est moi qui gère le truc. Mais qui c'est qu'on va emmerder? C'est ma mère. Vous voyez? Qui c'est qu'on va saisir? C'est ma mère. Et pourtant, c'est marqué, épouse Pouille Prudor par M. Prudor Yannick. Donc là, je suis intégré dessus. C'est important parce qu'ils vont faire que des changements. Donc c'est leur recommandé, mes recommandés, bien sûr. Hop là, on est reparti, hop, on remonte en haut, voilà. Donc voilà, encore des relances, des saisies que je dénonce. Donc là, je défends et je soutiens tout le temps ma mère, qui a failli décéder encore une fois. Donc les certificats d'hospitalisation, donc pendant qu'elle est à l'hôpital, ils profitent de tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est encore décrié, c'est amené. Je renvoie tous les documents qu'ils veulent. Comment ça s'appelle ? Des mandats, parce que ma mère en a fait plusieurs, parce qu'il faut renouveler toujours les mandats, parce qu'un mandat civil, ils savent pas ce que c'est. Vous voyez, là c'est en 2015, mais j'en ai eu d'autres avant, depuis 2008. Voilà. Donc là c'est bien ma mère, et il y a des modifications par... Voilà. Donc là on voit pas, hop. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est énorme à chaque fois. Donc là, on revient, ils relancent encore la CARSAT, ils viennent ressaisir en 2015 à la CARSAT. Voilà, donc là, encore document. Donc je communique, vous voyez, je communique auprès de la CARSAT, parce que ma mère, elle n'est pas capable, elle n'a pas d'ordinateur, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà, et comme je dis, handicapée, vous voyez le témoignage, elle n'a pas de permis de conduire, elle ne conduit pas, elle n'a pas de voiture, elle peut rien faire. Et ils prennent les gens en otage comme ça. Et là encore, recouvrement, taxes foncières, donc voilà, encore des bordereaux, encore des relances. Et là, ils le font au niveau de Soisic, qui a renoncé depuis 2011. Donc la seule qui vont relancer, c'est Prudor Soisic, celle qui a renoncé. Par contre, ceux qui n'avaient pas renoncé à cette date, en 2015, ce qui veut dire Bastien et Nolven, n'ont jamais été relancés. Parce que ils n'ont aucun intérêt de faire semblant de relancer des personnes qui peuvent utiliser dans le futur. C'est ce qu'on va voir. À la Cour des comptes, donc en janvier 2016, j'ai pas menti non plus encore, Cour des comptes, procureur général, Gilles Johamet. Donc je vais prendre l'information pour avoir les noms des responsables de ces crevards qui en ont strictement rien à foutre des parquets, pour bien montrer la dictature des parquets et des gens qui laissent faire. Voilà, les pseudo-moralistes. Voilà. Réclamation, indignation, plainte contre la violation civile, délits pénaux de l'inspecteur divisionnaire de Fougères contre la saisie frauduleuse et abusive des deux montants en fonction de mes démarches de mandataire violées et ignorées volontairement par cet inspecteur divisionnaire. Donc je le cite, Joël Lecourt, pour pas... donc bien sûr le cadre des lois institutionnelles, parce que c'est des lois qui sont totalement inconnues. Les lois du général de Gaulle, c'est totalement inconnu par ces crevards. Je n'ai aucun respect pour ces hauts fonctionnaires qui méprisent les citoyens et qui s'amusent à écraser les citoyens en fonction de leur pouvoir absolu qu'ils détiennent au sein de leur administration. Voilà.
Donc, parce que code pénal, partie législative, des crimes et délits contre les personnes, parce que là, on parle de la survie financière de la petite retraite de ma mère et de payer ses médicaments. Vous voyez? Parce que rien n'est gratuit, mais il semblerait qu'ils l'ignorent. Tout est gratuit pour l'esclavagisme clandestine de leur criminalité africaine, mais par contre, pour les citoyens, rien n'est gratuit. Donc des atteintes involontaires à la vie, parce que là, il porte préjudice à la vie de ma mère, elle est hospitalisée, elle a un traitement. De la responsabilité pénale, chapitre 1er, il y a point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre, parce que là, ils sont prévenus, et ils continuent, et ils persistent. Voilà, il y a d'autres héritiers qui peuvent aller saisir, mais pourquoi ils ne le font pas? Ah, parce que c'est pas à leur avantage. Ils veulent dépouiller les familles, ils veulent dépouiller les citoyens qui les dérangent, avec leur pouvoir absolu en bande organisée, dans cette idéologie de la race supérieure de l'esprit nazi, généralisé parisien. Donc bien sûr, je mets en avant l'abus frauduleux de l'État, d'ignorance ou de faiblesse. Donc en même temps, je rentre et j'insère le code pénal dessus, voilà. Donc bien sûr, il y a des documents joints à l'appui, les preuves qu'il y a bien eu des communications depuis 2014, que je fais toutes les démarches, que je suis mandataire, que je les ai prévenus, tout a été fait. Voilà, il y a les documents aussi de la CARSAT. Clac, 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 CARSAT. Là, ça c'est comment ça s'appelle? Le traitement de ma mère, l'ordonnance de tous les médicaments, tous les suivis, donc le fait qu'elle a été hospitalisée, tout ça. Cour des comptes, voilà, ça a été envoyé le 16 janvier 2016. Donc nous sommes avec des crevards qui vous répondent même pas. Rien à foutre. Voilà. C'est quoi le mépris et le racisme de cette haine parisienne, de la Cour des comptes, de ce parquet et de cette indifférence? C'est le mépris total. On a survolé jusqu'en 2016, jusqu'à la première action juridique auprès de la Cour des comptes, dans l'indifférence et la complicité du procureur général, donc toujours la dictature des parquets, vous voyez, la censure, l'omerta, la loi du silence, de la criminalité, de la technocratie judiciaire. Donc voilà, juste avant, j'ai contacté en juin, juillet, la notaire pour qu'elle vienne constater le patrimoine, l'évolution de l'intérieur, de l'extérieur de la maison, des différents bâtis. Donc qu'elle vienne faire un état des lieux et qu'elle me donne un chiffre. Voilà, moi j'ai dit, est-ce que je peux vendre ça à 170 000, à 180 000, tout en sachant que mon père devait vendre 150 000 et il était en dossier de redressement en fonction des dettes. Donc c'est pour ça les arrangements de mes parents, tout ça. Ma mère, elle n'a jamais été embêtée parce que mon père avait pris l'ensemble des dettes et ça avait été vu entre eux. Voilà. Donc ça, c'est leurs arrangements. Voilà. La notaire, elle me fait un document fin d'année 2015. Après, elle est venue, mais quand elle vient là, elle me dit pas le dossier il est pas complet. Non. Donc moi, je continue. Je vais voir Orpi, on va dire. Et je mets en vente le patrimoine sur le Bon Coin et je vais voir l'agence immobilière. Je n'ai pas, je dirais, travaillé sur l'immobilier, je ne connais pas les prix à l'époque. Voilà, je n'ai pas travaillé non plus sur les archives de mon père. Je fais confiance encore à l'époque à cette notaire où j'ai communiqué. Et donc là, on va voir aussi toutes les communications, les mails, les avancées, voilà, de l'évolution, puisque j'ai dû refaire cuisine, salle de bain, chiottes. Ça fait 40 ans que la maison existe. En HLM, tous les 10 ans, vous pouvez demander à changer le WC, le balatum, c'est pareil, des installations, c'est la vétusté normale. Donc là, il n'y a pas de plus-value. Voilà, et c'est attractif, c'est vendeur. On voit toutes les émissions de télé qui font tout casser pour remettre au goût du jour, pour pouvoir vendre le bien. Voilà. Sa juste valeur, parce que c'est surtout ça. Donc quand je le fais en même temps pour l'ensemble, si l'ensemble s'est retourné contre moi, puisque je suis le seul à assumer des responsabilités, et vous êtes toujours avec des personnes, même si c'est votre famille, des personnes jalouses, aigries, qui se plaignent, mais qui ne foutent rien. Vous voyez, c'est blabla, blabla, blabla. Et c'est souvent les universitaires, c'est la seule qui est diplômée, Nolven, d'ailleurs. Donc toujours en train de se lamenter, de pleurer, de dire oui, ceci, cela, mais ils ne foutent rien. Et ils déboursent même pas 1 euro. Donc voilà, et je le fais en même temps pour l'ensemble, parce que moi je me dis pas c'est à moi, voilà, je le fais pour l'ensemble, ils ont à faire leur métier, moi j'ai à faire le mien.
Voilà. Donc, quand je vais voir Orpi, je la mets sur le bon coin, je vais voir l'agence immobilière Orpi. Donc, je lui dis, voilà, ça a été estimé 170 à 180 par la notaire, c'était vendu ça comme ça. Voilà. Mais il me dit, oui, mais le prix, en fin de compte, c'est pas ça. C'est entre à peu près 130, 135, 140 000 dans ces quartiers-là. Donc, du tout, donc déjà, premier tilt, la notaire ne connaît pas les chiffres de l'immobilier sur le quartier. Donc, voilà. Et quand on téléphone, le dossier n'est pas finalisé, il reste Nolven, d'ailleurs, et il reste Bastien. Voilà, donc problème, donc la vente. J'ai un client qui m'a contacté via Le Bon Coin. Bien sûr, l'agence immobilière elle peut rien faire hein, tant que le dossier n'est pas vieux. Voilà, une agence immobilière, c'est juste un intermédiaire. Et c'est là que je comprends que c'est juste un intermédiaire et qui ne sert à rien et que tout le pouvoir est, je dirais, dans les mains du notaire. Donc après, je vais m'attacher à travailler qu'avec le notarial pour supprimer un intermédiaire supplémentaire qui est l'agence immobilière. Voilà. Donc je vais tout mettre en œuvre pour essayer de contacter Bastien de mon côté. Par contre, ma sœur, je lui dis, moi, avec elle, c'est Nanda, je ne sais pas où elle habite, je ne veux pas le savoir, je n'ai pas de contact avec elle, voilà. Par contre, la notaire, elle a une adresse mail, elle communique avec ma sœur par écrit et elle a ma sœur. Donc elle va la prévenir, c'est ce qu'on va voir, parce que ça c'est aussi très très important, puisque c'est basé sur le mensonge de la notaire par rapport à la vente. Voilà. Et Bastien, pour dire la vérité, je suis passé par mon fils qui a communiqué avec Bastien sur Internet pour pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il voulait faire. Et lui aussi, il est sorti, il a renoncé, je dirais, au patrimoine. On l'a vu ou on va le revoir. Il a fait son... Voilà. Et il y a eu encore une complication avec le notaire qui l'avait désinformé sur le document et patati patata. Ça fait quand même déjà beaucoup à ce moment-là. Mais bon, c'est pas en règle, j'y peux rien. Donc là, j'ai pas de plainte. Je ne parle pas encore pour l'instant de harcèlement, mais une très très mauvaise volonté notariale et je commence à comprendre qu'elle me met des bâtons dans les roues et qu'elle recherche surtout à ne pas vendre le patrimoine. Donc ça cache quelque chose. On va survoler maintenant ces documents, les archives notariales, donc les hypothèques, les actifs et les passifs qu'on le retrouve là. Il y a plusieurs versions dans le temps. Voilà. Ce qui va être important de regarder, c'est les modifications qu'elles y apportent et les noms. Et tout se base sur les noms, sur les états civils. Voilà. Toute cette complicité insidieuse entre les impôts et le notarial, c'est de modifier les états civils faisant croire que le bien appartient à tel plutôt qu'à tel. Et tout est démontré par leurs documents. Vous voyez, ils recherchent tout le temps à harceler toujours les mêmes. Donc le deuxième ici, c'est tous les mails de communication. Donc il y avait encore des courriers aussi dans le passé que j'ai pas abordé. Pareil avec le sous-préfet, le commissaire concernant la voiture et la carte grise. Hop, donc là, 2016, 2017 et 2018. Ça, c'est d'autres documents complémentaires, par exemple, sur le surendettement de mon père, avec les noms, toujours regarder les noms. Et, comment ça s'appelle, la mise en vente du patrimoine, puisque s'il était en surendettement, il devait vendre le patrimoine. Donc, pour vous démontrer les marges et les chiffres de cohérence entre l'immobilier et le notarial. Surendettement des particuliers, donc ce qui est important, c'est toujours les états civils. Monsieur Jean-Claude Prudor et mademoiselle Isabelle Gognier. Ils ne sont pas mariés, on est fin 2004. Donc Banque de France, bien sûr. Donc on regarde un autre de novembre 2004, Banque de France, donc une communication sur les recouvrements, sur le CIO. Voilà, donc tout est fait, clair, net et précis. Voilà l'enveloppe de la Banque de France. Donc c'est important de le savoir parce qu'il y a déjà des arrangements, puisqu'il y a eu une décision de justice en 2001 sur la séparation de mes parents. C'est pas le divorce, c'est la séparation. Voilà, donc la communication, toujours juge des tutelles, concernant, l'ATI, parce que, voilà et puis l'ATI va se plaindre comme quoi, j'ai des propos,
conséquent, voilà, enfin bien sûr qu'il les arrange pas, hein, ce Patrick Berthaud, mais je veux dire, j'en ai strictement rien à foutre, c'est la vérité qui dérange. C'est, ce totalitarisme des éducateurs et du manque de discernement des personnes qui n'ont jamais vu, ouvert un code de procédure, civile, un code civil, voilà. Donc ça, c'est clair. Donc mes propos, je les garde, je les maintiens et je n'ai aucun respect pour ces personnes, qui sont dans les abus de droit et les abus de pouvoir, en profitant, de leur monopole, alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires, hein. C'est juste une association, ce sont des diplômés, ce sont des personnes comme vous et comme moi. Aussitôt qu'ils ont un petit pouvoir, ils confondent le pouvoir, absolu et le cadre de leur, responsabilité. Donc voilà, et on le voit ici, donc là, l'ATI qui nous dit, au travers de la notaire, qu'ils ont résilié l'assurance habitation. Donc, ils ont soi-disant pris une assurance habitation, ben, où nous, les héritiers, on n'est pas au courant, et le dégât des eaux n'a pas été remboursé par cette pseudo-assurance. Vous voyez? Donc, on parle bien ici de crevards, de manipulateurs, parce que, bah, j'ai dénoncé ça à à la juge des tutelles. Voilà. Et donc, un autre courrier à Cheftel, hein, puisque je la mettais au courant, instruction générale sur mes dossiers et sur ma candidature. Donc, au niveau du Conseil d'État, Conseil constitutionnel et la Cour d'appel d'administration liée à ma candidature en 2012. Nous verrons ça beaucoup plus tard. Donc, voilà un autre document par rapport à la commission de surendettement que mon père devait vendre le patrimoine et il était estimé à 156 000 euros à l'époque et donc de ce vivant, hein, donc à peu près 2004-2005, avec une agence immobilière qui n'existe plus à l'heure où je vous parle. Voilà, donc là, le document de la notaire, donc, que j'ai obtenu en décembre 2015 après avoir fait la demande 3 à 4 fois, m'être déplacé, m'être fâché, hein. À chaque fois avec eux, c'est ça. Faut tout leur tirer l'information, les documents, comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est déjà malsain dans cette étude notariale, hein, la reprise. Voilà. Et donc là, elle dit bien qu'elle est venue visiter, qu'elle estime, au vu de sa situation, l'estimation de ce bien de 170 000 à 180 000 euros. Voilà. Et nous sommes en décembre 2015. Donc, toujours dans l'intention de vendre le patrimoine, hein, voilà, envoyé par correspondance. Voilà. Et donc là, Orpi, que j'ai recontacté, donc c'est l'agence immobilière que j'ai été voir en 2016. Voilà, donc là, ce qui est important, bah, de regarder, c'est les mails. Donc là, il me répond à 19 h le 31 octobre. Et moi, je lui ai envoyé le mail le 31 octobre à 10h43. Donc c'est en 2018, oui, puisque là, je recherche des informations, hein, puisque je recherche l'intention d'escroquerie, hein, l'intention de nuire. Donc là, je recontacte pour savoir s'il lui reste une trace, un document de mon passage, quand il est venu visiter le patrimoine, tout ça. Et lui, il me mettait le patrimoine à 135 000, 140 000 euros à l'époque, donc en 2016. Donc vous voyez, des chiffres assez hallucinants, voilà, hein, et une notaire que je dis, ben, le houchou, la notaire. Donc, et c'est là qu'il téléphone à la notaire et qu'il apprend que le dossier n'est pas finalisé. Ok, donc c'est aussi une vérité. Donc, mon premier client, je n'ai pas pu lui vendre après. Donc voilà, donc on continue toujours en août 2016. Bastien qui renonce, voilà, hein, c'est bien Bastien Jean-Baptiste Claude René Prudor, hein, que je ne vois pas, que je ne côtoie pas, hein, qui est juste manipulé depuis son enfance par sa marraine. Voilà. S'il voit les vidéos, il verra que je n'ai jamais rien eu contre lui. De toute façon, c'est dommage qu'il se mette comme ça en tête. Voilà, donc notre document pour vendre le patrimoine, donc notarial, obligation du vendeur. Donc là, c'est ma signature et celle de ma mère au 3 juin 2016. Ma mère est sur Fougères, Vitré. À l'époque, même si elle a déjà failli passer à trépas, on va dire, elle peut encore se déplacer là. Les aggravations de ces handicaps ne sont pas encore intervenues, ça va arriver quelques années plus tard. Donc voilà, elle peut se déplacer, donc elle me refait un mandat parce que voilà, il faut toujours faire des mandats écrits, voilà. Donc le 6 juin 2016, pour attester que c'est bien elle qui a réalisé le document, qu'elle est sur Vitré-Fougères, hein, parce que là, elle est chez ma sœur, hein, Soisic, avec qui j'ai pas trop de problèmes, sauf nos prises de tête, voilà, mais celle qui empêche la vente du patrimoine, c'est Nolven.
Et donc, comme par hasard, donc on signe un document, et ben qu'est-ce qu'elle fait? Alors je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines après, voilà, puisque je lui dis qu'elle est là, elle me renvoie un document avec, des modifications de chiffres. Moi, je dis: «J'en ai rien à foutre, je ne les ai pas signés». Donc là, c'est une acceptation, du patrimoine, hein. C'est signé, ma mère est là, voilà, on accepte tous les 2, c'est signé. Voilà, parce qu'il y a pas de document type d'acceptation. Voilà, c'est clair. Moi, j'ai dit: «Donnez-moi un document, type, je le signe». Un document de renonciation comme celui-ci, vous les trouvez donc au tribunal de grande instance, carré, c'est net, bon, voilà, c'est fait, c'est réalisé, OK. Par contre, quand vous acceptez, il n'y a pas de document type, donc vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire ici comme on le vient de le faire, on accepte de vendre. Ça veut tout dire, puisqu'il n'y a pas de document type, hein. Je l'ai fait verbalement aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un autre document, là, c'est, toujours un petit peu des magouilles, notariales pour, ceci ou cela, hein, faire croire que c'est eux qui ont trouvé les acheteurs, hein, dire: «On va faire des publicités» alors qu'ils n'auront pas fait. Voilà. Là, un autre document où on va rentrer dans, l'intention, d'escroquer au travers, bien sûr, des hypothèques et c'est Cofinoga et au vu du dossier. L'important, c'est le dossier, les mains levées. Voilà, de tout ce qu'on va voir dans le futur. Parce que moi, je fais toujours un peu confiance. J'ai pas mis le nez dans les archives, pour l'instant, soi-disant, on doit faire confiance à ces gens-là. Voilà. OK, donc elle communique avec ma sœur. Voilà, elle répond pas pour l'instant, mais elle lui a envoyé des mails et elle a eu ma sœur au téléphone et elle l'a toujours eu. Donc elle la prévient et là, nous sommes déjà en 2016, vous voyez? Heu et donc elle communique bien avec ma sœur. Voilà. Alors, les embrouilles, alors là, c'est CIC ou, les impôts et voilà, le 20 décembre 2016, hop, une communication, c'est pas ça, c'est ici, voilà. Donc il y a une huissière qui débarque, je ne sais pas d'où, dans les archives, cette Nora Zéhar, elle n'existe pas. Donc, c'est peut-être, le rachat de ceci, cela, hein, celle que j'ai eue, sur le dossier, Fraquet, hein. Ah oui, parce qu'après, certaines, elles sont dans le jugement de valeur, hein. Voilà, donc et on nous parle encore de Cofinoga. Donc, elle interroge une huissière, voilà, il y a un problème là, c'est clair, c'est vraiment, anguille sous roche. On ne sait pas d'où elle la débarque, donc c'est clair, il y a anguille sous roche et Gognier, donc une hypothèque au nom de Gognier, des parents à Isabelle. Donc ce qu'on va voir aussi et vu que moi, j'ai de mon côté des documents, on verra, le bien fondé de tout ça dans le futur.